Prova. Est-ce que ça fonctionne? Bonjour, nous sommes ravis d'être ici pour le The Eyes Talks, Artist Talks. Et cet après-midi, on est avec l'artiste français Elliot Verdier. Je suis Federica Chiocchetti de Photocaptionist, une plateforme dédiée à la relation mots et images. Je collabore avec The Eyes. Et c'est un grand plaisir d'être ici avec Elliot Verdier, qui est un photographe documentaire, influencé très jeune par la culture du photojournalisme. Il s'interroge rapidement sur sa position de témoin et la subjectivité de son regard. Son travail s'oriente naturellement loin de l'actualité brûlante et privilégie la lenteur de la chambre photographique. Porté par le thématique de la mémoire, de la transmission générationnelle et de la résilience, il arpente les territoires et photographies avec une certaine intimité et dignité les personnes qui les habitent. En 2017, il réalise son premier projet au long cours, A Shaded Path, au Kirghizistan. Il est aidé par le CNAP en 2019 pour son deuxième projet Reaching for Dawn au Liberia. Il collabore aussi avec la presse, The New York Times, Le Monde et Vogue Italia. Et on est ici aujourd'hui pour parler de ton dernier livre, Reaching for Dawn, publié par ta maison d'édition. On va parler de ça tout à l'heure. Dune, je le prononce correctement, Dune, cool. Qui explore le territoire du Liberia et sa population, qui est un pays peu connu, avec des origines politiques assez problématiques. Et du coup, avant de parler du livre en soi-même, je voudrais bien, si tu peux, nous expliquer un peu les contextes libériens et ce qui t'a amené à investiguer le pays. Merci. Bonjour à tous déjà, merci d'être là. Alors effectivement, le Liberia, c'est un pays dont on entend assez peu parler en France, notamment parce que c'est une colonie américaine à la base. C'est la seule d'ailleurs colonie américaine. Et en fait, c'est un pays à l'histoire assez trouble et encore aujourd'hui ambiguë. En fait, je dirais qu'il y a un peu deux versions de l'histoire. Il y a la version officielle qui veut que en fait, ce soit des anciens esclaves nord-américains libérés qui veuillent retourner sur la terre de leurs ancêtres pour créer une république libre pour tous les Noirs du monde et essayer justement d'organiser un rapatriement des Noirs. Donc il y avait cette version un peu utopique, mais la version officieuse qui me semble bien plus réelle, moi, c'est que en fait, effectivement, les Noirs américains libérés posaient de plus en plus de problèmes aux États-Unis parce que c'était un problème d'ordre moral vu qu'ils restaient sur place après avoir été libérés. Donc en fait, ils ont été déportés sur une terre qui était soi-disant celle de leurs ancêtres, mais qui était en fait un petit morceau de terre en Afrique dont personne ne voulait parce que c'était un territoire gorgé d'eau et de paludisme, etc. Et donc avec l'aide des États-Unis ensuite, ils ont asservi la population autochtone sur place et voilà, en recréant vraiment le schéma qui les avait opprimés autrefois. Le problème, c'est que en fait, ces personnes déportées étaient ni africaines ni américaines. En fait, c'était vraiment des Afro-Américains qui était empreint de toute la culture, en fait, de toute l'idéologie américaine de capitalisme et de religion aussi, de chrétienté. Et donc c'est devenu un espèce d'agent américain sur le territoire africain par la suite. Et puis les États-Unis voilà, se sont copieusement servis en matière première également. Et donc ça a été ce départ assez trouble. C'est une histoire vraiment de domination et de servitude qui a mené à la guerre civile qui s'est déroulée de 1989 à 2003. Après, pour ce qui, moi, m'a conduit là-bas, je pense que c'est la question, j'ai toujours justement été vraiment intéressé par les territoires et les régions dont on entend très peu parler, en tout cas qui passent vraiment sous les radars des médias occidentaux. Et donc moi, j'ai vécu au Kyrgyzstan avant, donc c'est une toute autre atmosphère, mais j'ai été déjà attiré par ces thématiques qui me sont vraiment très chères, de mémoire, effectivement, de résilience et de transmission générationnelle, comme tu l'as dit. Et il y avait vraiment tous ces éléments-là qui étaient réunis dans l'histoire du Liberia. Et du coup, voilà, ça m'a tout de suite beaucoup passionné. Et je trouve que l'histoire complexe aussi est hyper intéressante.
Et tu as passé 2 ans là-bas à investiguer un peu tous les territoires, rencontrer sa population, des mines de diamants, des Barpolu au port de pêche, des Harper, la bidonville de West Point. Et le livre, en fait, c'est très intéressant, pas seulement évidemment parce que l'histoire est très méconnue et très importante au niveau politique à raconter, mais aussi la façon dont tu as composé le livre qui mélange tes photographies argentiques avec un noir et blanc et en couleur. Et du coup, je me demande si tu avais déjà cette idée, cette stratégie, on va dire, esthétique dans la tête quand tu explorais les pays, et pourquoi cette choix? J'ai fait un premier voyage au Liberia en fin 2018, sans prendre de photos. C'était vraiment pour essayer de découvrir le pays par moi-même, de me défaire aussi peut-être des images qui m'étaient pas revenues. Et voilà, j'avais pas envie de reproduire quelque chose que j'avais peut-être déjà vu. Donc voilà, c'était important pour moi de faire ce voyage-là. Et en fait, donc après la guerre civile, il n'y a personne qui a été jugé, il n'y a aucun mémorial qui a été construit, aucune journée qui est commémorée. Et donc je savais que je voulais m'intéresser à ça et au processus de résilience. Et donc en discutant avec les gens lors de ce premier voyage-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait la notion de la nuit qui revenait très régulièrement dans les conversations, comme le moment où en fait le traumatisme refaisait vraiment surface, parce qu'en fait la nuit, on est seul avec soi-même, avec ses pensées, avec les flashbacks de la guerre, avec des cauchemars. Et donc en fait j'ai voulu vraiment donner corps à cette nuit traumatique à travers tous les paysages et les images plus contextuelles du Liberia, qui plantent le décor des portraits qui sont eux en couleur et qui viennent apporter un peu de chaleur et d'humanité par rapport au noir et blanc, qui sont très denses, qui sont très pesants, qui sont assez énigmatiques aussi et presque même fantomatiques. Et évidemment, en tant que photocaptionniste, je suis obsédée avec la relation entre texte et image. Et ton livre est très riche en texte, parce que ton travail, c'était aussi un travail sonore. Tu as aussi échangé beaucoup avec les gens que tu rencontrais. Et en fait, le livre contient des extraits parfois très inquiétants, comme l'homme qui a été obligé à tuer sa femme, Fatou, par son général, que tu as décidé d'inclure de façon très lyrique, comme si c'était de la poésie concrète, un peu. Et du coup, mais il y a aussi des autres textes plus, on va dire, qui donnent plus un contexte sociopolitique. Et si tu pourrais nous en parler un peu de cette choix au niveau textuel et rapport texte-image. Merci. Il y a une question qui s'est beaucoup posée pendant tout ce projet pour moi, c'était la question de la légitimité à entreprendre ce travail. Voilà, en tant que blanc vivant à Paris, en France, qu'est-ce qui vraiment m'amène là-bas et qu'est-ce qui me donne le droit de rapporter cette histoire, etc. Et surtout, je sais que mes images sont subjectives, c'est très à assumer, donc c'est pas vraiment du photojournalisme. Et donc je voulais quand même ramener quelque chose de très concret, de très réel, qui pourrait s'approcher plus d'une certaine vérité. Et pour moi, ça passait par la parole des personnes que je photographiais, ou même des personnes que je rencontrais. Et donc j'ai voulu organiser une journée en studio d'enregistrement à Monrovia, donc la capitale. Et donc il y a 14 personnes qui sont venues, il y a 7 anciens bourreaux et 7 victimes. Et donc ils sont venus raconter la guerre et raconter comment ils la vivent depuis. Et donc effectivement, c'est des textes qui sont assez difficiles, des mots qui sont assez difficiles, parce que donc au Liberia on parle anglais, mais c'est un anglais un petit peu différent, c'est avec moins de vocabulaire, donc plus direct, aussi plus impactant. Et voilà, j'ai voulu retranscrire ces témoignages dans le livre de façon aussi directe en fait, et en essayant de moins possible impacter leurs paroles. C'est vraiment, j'ai laissé mot par mot leur témoignage. Et donc je les ai inscrits sur des papiers calques qui viennent sur les images de paysages, donc les noirs et blancs uniquement, parce que je voulais pas qu'on associe la parole au portrait. En fait, je voulais pas qu'on ait une lecture biaisée de l'image en se disant bah, telle personne a fait ça ou telle personne a vécu ça. Il s'agissait pas pour moi de porter justement un jugement, mais plutôt dans la photographie documentaire de poser un constat, donc un document.
Et voilà, donc je voulais que ce soit sur des papiers cales pour qu'on puisse quand même voir l'image au travers. Et voilà, et rendre aussi la fragilité de ces paroles qui viennent s'inscrire dans les paysages, donc dans tout l'environnement, comme des espèces de murmures un peu fantomatiques toujours. Et les autres textes? Et du coup, il y a 2 autres textes qui apparaissent au début du livre, donc qui sont des préfaces. Il y a un premier texte de Gaël Faye, qui est un chanteur et un écrivain franco-rwandais que j'ai rencontré en fait parce que je l'ai photographié pour le New York Times au tout début de mon projet. Et en fait, on a énormément échangé sur le sujet et vraiment, on s'est rejoint sur beaucoup de thématiques. Et du coup, c'était vraiment intéressant pour moi qu'il vienne poser sa poésie sur le projet. Mais il y a aussi, en fait, je voulais un texte qui soit quand même plus ancré politiquement et historiquement sur le sujet. Et donc, j'ai fait appel à Lema Gboé, qui est une activiste libérienne, qui a été lauréate du prix Nobel de la paix en 2011. Et du coup, voilà, qui a apporté un éclairage vraiment plus contextuel. Merci. Et on va dire comme ça, c'est un peu le premier travail sur cette post-guerre libérienne. J'espère et j'imagine que ça serait très important que ces livres circulent aussi au-delà du milieu artistique. Et du coup, je me demande comment on peut faire, comment tu vas faire pour porter cette histoire un peu au-delà d'une foire photographique. C'est une très très bonne question. Donc c'est un livre qu'on a, donc effectivement c'est le premier livre de la maison d'édition qu'on a créé avec ma compagne Margot Beaujon, et on l'a édité à 750 exemplaires en juin, et il est déjà presque épuisé. Donc à la fois on est très content, mais en fait à la fois on n'a pas vraiment eu le temps de beaucoup le diffuser. J'aurais beaucoup aimé qu'il soit justement aux États-Unis, qui a une histoire très liée au Libéria. Donc je pense qu'on va déjà faire une 2e édition pour vraiment pouvoir aller là-bas et en parler là-bas. Au-delà de ça aussi, on essaye d'organiser une conférence bientôt autour plus du sujet du livre. Et je suis encore en contact avec quelqu'un qui m'a beaucoup aidé sur place au Libéria, qui s'appelle Archie, et qui va sans doute venir en France justement pour en discuter. Il y a aussi une conférence à la Sorbonne qui est organisée avec Photo Days, qui va arriver, je crois, le 27 novembre. Voilà. D'accord. Et le livre était aussi shortlisté pour le Paris Photo Aperture Book Award. Du coup, félicitations. En lieu d'aller chercher un éditeur pour ton livre, tu as décidé de créer ta propre maison d'édition. Et je trouve que c'est très courageux. Bravo. Et du coup, je me demande quelle est sa mission et quel type de livre on peut s'attendre de ta maison d'édition dans le futur. Donc ça va être une maison d'édition qui sera plus focalisée sur la photographie documentaire, mais dans un sens assez large. Enfin, moi, j'ai une définition de la photographie documentaire avec vraiment un éventail très très large. Je pense qu'il y a énormément de possibilités. Et en fait, on aimerait bien justement pouvoir assumer un regard d'auteur sur des sujets qui ne nous concernent pas forcément ou qui nous concernent. En fait, je pense que tout le monde a le droit de porter un regard sur tout. C'est juste la manière peut-être dont c'est fait. Et justement, je pense que c'est un sujet dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Et donc, on aimerait bien essayer de prendre peut-être ce virage-là en essayant de se détacher peut-être de l'image de la photographie de reportage qu'on peut avoir qui est plus news, et se focaliser sur des projets à plus long terme qui vraiment racontent une histoire à chaque fois, une problématique, et voilà, essayer de vraiment recréer un univers avec un livre, en essayant aussi d'inclure d'autres disciplines comme l'écrit, comme on a fait là, mais aussi c'est un illustrateur qui a réalisé la couverture, donc on aimerait bien enrichir à chaque fois chaque projet. Merci beaucoup. Je vais demander à l'audience s'ils ont des questions pour Elliot. Là, c'est dimanche, les gens sont fatigués. Du coup, je te remercie Merci beaucoup. T'es avec nous, et courage pour tes projets Merci futurs. Federica. Merci. Au revoir.